Et aujourd'hui, on a la possibilité là, de voir une présentation sur la participation sociale chez les personnes aînées sous le prisme de la médiation culturelle. Donc, le Code culture aux aînés en Estrie, projet d'innovation sociale dans deux MRC là, de l'Estrie, la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François, qui a fait aussi un projet qui a débouché aussi un petit projet pilote dans la MRC du Granit. Donc, on accueille aujourd'hui France Jodoin, qui est étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke au programme là, de gérontologie et au département à l'École de travail social à la Flèche. Donc, je vais te céder la parole, puis après, donc à toi, France. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Ben, bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci de partager votre heure de dîner avec moi. Puis moi, ça me fait un grand plaisir de vous partager le fruit de mes travaux amorcés il y a 3 ans en parallèle avec le projet Parents Culture aux aînés. Alors, durant la prochaine 30 minutes, 30-40 minutes, je vais vous expliquer en quoi consiste mon projet de thèse. Qu'est-ce que c'est culture aux aînés aussi et où je suis rendue dans l'avancement de mon doctorat, qui est un long marathon passionnant et qui évolue au fil des années. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous expliquer que mon projet de recherche s'inscrit dans un plus grand projet, les Culture aux aînés, Culture for Seniors, et je salue en passant les membres de Culture aux aînés qui sont présents ce midi. Qu'est-ce que c'est que Culture aux aînés? C'est un projet d'impact collectif et de médiation culturelle qui est porté par l'organisme Le Petit Bonheur de Saint-Camille dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François. Et le but de Culture aux aînés, c'est d'utiliser les arts et la culture par le biais de la médiation culturelle pour réduire l'isolement social et pour favoriser la participation sociale des personnes aînées. Et dans le cadre de Culture aux aînés, j'ai réalisé en 2021 et 2022 une vingtaine d'entrevues avec des personnes aînées et avec des médiatrices culturelles. Et ce sont des entrevues qui seront utilisées comme données secondaires dans ma recherche. Je vais faire des entrevues additionnelles l'an prochain. Alors, Culture aux aînés, juste pour vous donner une idée de ce que c'est, j'ai ici quelques exemples des nombreuses activités de médiation culturelle de Culture aux aînés certaines sont encore en cours, certaines étaient plus ponctuelles. Entre autres, ce que vous voyez à gauche, c'est le balado, diffusion, documentaire, vidéo, parole de sage qui met en lumière la sagesse et la participation sociale des personnes aînées. Et à droite, vous voyez l'image du projet de chorale virtuelle Infusion de Noël. Et Culture aux aînés, c'est un projet bilingue, alors Culture for Seniors. Et à Noël, une émission radio est présentée et animée par Ed Humphrey avec des musiques, des histoires, des entrevues avec des personnes aînées anglophones. Alors, pendant 3 ans, mon rôle, ça a été de documenter les activités de culture aux aînés en lien avec les concepts suivants. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs concepts et je vais dresser un peu l'état des connaissances de ces concepts, soit le vieillissement santé, l'isolement social, le sentiment de solitude, la médiation culturelle et bien sûr la participation sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que le vieillissement? En fait, il n'y a pas une seule définition, comme vous le savez peut-être déjà sans doute. C'est quelque chose qui est multidimensionnel. C'est aussi un phénomène qui est croissant à l'échelle mondiale, qui est entre autres le déclin progressif physiologique du corps humain, qui augmente le risque de maladie, qui entraîne la mort aussi. C'est aussi le fruit d'une construction sociale, comme l'a si bien décrit Simone de Beauvoir, entre autres. Et c'est un phénomène aussi qui renvoie à la façon dont la société pense, ordonne et met en forme deux périodes importantes de la vie, soit le troisième âge et le quatrième âge. Et au Québec, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le quart de la population québécoise aura 65 ans et plus en 2030, c'est très bientôt, et 25 aura 85 ans et plus en 2061. C'est plus de femmes âgées que d'hommes et plus d'aînés en milieu rural qu'en milieu urbain. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement en santé?
Et peut-être que vous êtes un petit peu familier ou familière avec ce concept qu'on retrouve, qui est souvent utilisé par l'Organisation mondiale de la santé, utilisé aussi par la Direction de la santé publique de la capitale nationale dans son cadre conceptuel. Le vieillissement en santé, c'est un processus qui est permanent d'optimisation des possibilités permettant aux personnes âgées d'améliorer et de préserver leur santé et leur bien-être physique, social et mental, et aussi de conserver leur autonomie et leur qualité de vie, tout en favorisant des transitions harmonieuses entre les différentes étapes de leur vie. Alors, on voit dans cette définition que la santé est prise en compte dans sa globalité et qu'elle est associée à la notion du bien-être. Et on peut ajouter aussi le bien-être spirituel à ça, qui a été ajouté par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, la santé, par le vieillissement en santé, c'est vraiment un état complet de bien-être physique, mental, social, spirituel, et c'est pas seulement une absence de maladie. C'est un processus qui dépend aussi de plusieurs facteurs qui sont représentés dans le cadre conceptuel de la DSP et de l'INSPQ que voici. Alors, comme vous pouvez voir, le vieillissement en santé est au cœur de ce cadre conceptuel, mais tout autour, ça inclut aussi plusieurs autres facteurs comme des milieux de vie sains, sécuritaires, l'environnement, et, des services de santé adéquats et aussi, comme vous pouvez voir, l'axe 3 qui m'intéresse plus particulièrement dans ma recherche, c'est la participation sociale. Puis on m'a posé comme question, quand on fait un doctorat, on passe à travers toutes sortes d'étapes, on nous pose, il y a des comités d'évaluation qui nous posent toutes sortes de questions. Et on m'a demandé pourquoi je m'intéressais plus particulièrement au vieillissement en santé plutôt que le vieillissement actif. Très bonne question. En fait, les deux ont des notions qui se chevauchent, entre autres la santé, la sécurité, la participation sociale. Mais le vieillissement en santé cible plus particulièrement les personnes aînées, alors que le vieillissement actif cible les personnes de tous les âges. Le vieillissement en santé, comme toutes les théories positives du vieillissement, a des critiques aussi. Il y a des dangers en faisant la promotion du vieillissement en santé, de présenter une vue idéale du vieillissement. On sait que c'est pas toutes les personnes qui arrivent au vieillissement de façon égale, dépendamment de leur environnement, dépendamment de leurs revenus. Et il y a un danger aussi de ne pas inclure les personnes aînées avec moins de capacités fonctionnelles. Alors, il faut tenir compte de cela quand on fait une recherche et qu'on utilise le concept du vieillissement en santé. Avec le vieillissement croissant de la population, une des conséquences de cela, c'est l'isolement social et le sentiment de solitude, qui est vraiment au cœur de ma recherche, de ma problématique. C'est un phénomène qu'on retrouve surtout chez les femmes aînées et qui est plus accru en période de pandémie de la COVID-19. C'est un, L'isolement social et le sentiment de la solitude ont des impacts négatifs sur la santé et le bien-être physique et mental, sur la santé publique, sur la mortalité précoce. Ça peut amener une mortalité plus rapidement. Et ils ont des liens aussi avec plusieurs problèmes sociaux ou émotionnels. En fait, il y a des études qui rapportent que l'isolement social, c'est même équivalent des facteurs de risque confirmés comme le tabagisme, la consommation d'alcool et l'obésité. Donc, très sérieux. Il y a quand même une différence, une distinction entre l'isolement social et le sentiment de solitude. Et c'est important de le savoir quand on fait du dépistage. L'isolement social, c'est la faible quantité et qualité des interactions avec les autres, y compris le nombre de contacts, le sentiment d'appartenance, les relations satisfaisantes et ainsi de suite. Alors que le sentiment de solitude, c'est vraiment plus subjectif. Ça dépend si la personne se sent seule. Alors, c'est des réactions qui sont beaucoup plus subjectives que l'isolement social. Les personnes aînées les plus susceptibles de souffrir de l'isolement social sont les personnes à faible revenu. Et on sait que ce sont souvent les femmes aînées qui se retrouvent dans cette situation. Les femmes qui n'ont pas eu, qui ont pas eu la chance d'amasser beaucoup d'argent au cours de leur vie parce qu'elles sont occupées souvent de leur famille, qui se retrouvent plus pauvres. Ce sont les personnes qui sont sans enfants ou avec peu de contact avec la famille. On sait que c'est le cas de beaucoup de personnes aînées en ce moment. Les personnes qui ont des problèmes de santé physique et mentale, des proches aidants, des autochtones, des immigrants, des nouveaux arrivants, des personnes gays, bisexuelles, transgenres.
et aussi des personnes qui disent vivre une faible participation sociale. Et en 2020, une étude rapportait que c'est le quart de la population canadienne des aînés canadiens qui disent vivre une faible participation sociale qui est considérée comme la mesure objective de l'isolement social. Le sentiment de solitude chez les personnes aînées, ça peut revêtir divers visages, soit que c'est une solitude qui se vit par soi-même, solitaire, ou une solitude à l'intérieur d'une famille, une solitude à l'intérieur d'un couple. Alors, il y a différentes sortes de sentiments de solitude et ils sont souvent dus à des changements de conditions de vie, de capacités, d'état de santé, de liens sociaux aussi. On sait qu'en vieillissant, notre réseau de liens sociaux se rétrécit. Ça peut créer un sentiment de solitude. Et avant la pandémie, c'est 20% des Canadiens, des Canadiennes qui disaient vivre un sentiment de solitude occasionnelle et 10% disaient vivre un sentiment de solitude chronique avec des effets néfastes sur la santé et le bien-être. Et pendant la pandémie, eh bien, ces pourcentages ont augmenté plus chez les femmes que chez les hommes. Les facteurs de risque d'isolement social chez les personnes aînées sont nombreux, entre autres la fragilité, les maladies chroniques, le manque de moyens de transport adaptés pour se rendre à des activités. On en parle beaucoup en ce moment, le manque de logement abordable, aussi le manque d'informations au programme offerts par la communauté. Il y a beaucoup de communautés qui offrent des activités, peut-être qu'il pourrait y en avoir plus, on pourrait dire, mais parfois les personnes âgées ne sont pas au courant de ces activités. Autre facteur de risque, les ruptures, les déménagements, tout autre changement dans la vie. Également, ce qui est intéressant pour ma recherche, parce qu'elle se situe dans le milieu rural, c'est qu'un des facteurs de risque, c'est de vivre dans le milieu rural ou un milieu éloigné qui souvent limite l'accès à des transports, des moyens de transport, à l'habitation. Les familles sont éloignées aussi, les services peuvent ne pas être adaptés aux besoins des aînés. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ma recherche, parce que comme j'ai mentionné au début, elle se situe dans deux MRC, entre autres la MRC du Val-Saint-François, où il y a beaucoup d'anglophones. C'est qu'un des facteurs de risque d'isolement social, c'est d'être une personne aînée anglophone qui est en situation linguistique minoritaire, parce qu'il peut y avoir une offre de services restreinte et que l'exode est plus marqué des enfants. Les enfants vivent plus éloignés des parents. Autre facteur de risque du sentiment de solitude chez les personnes aînées, c'est la faible étendue et composition des réseaux sociaux et aussi l'insatisfaction avec les contacts. On peut avoir des liens sociaux, mais être insatisfait de ces liens. Et un exemple intéressant, c'est que les hommes aînés veufs ont 4 fois plus de chances que les hommes mariés de vivre de la solitude parce qu'ils perdent souvent une grande partie de leur réseau social lors du décès de leur conjointe. C'est souvent la femme qui, euh, qui a les réseaux sociaux et tout ça. Et beaucoup de ces réseaux sont perdus lors de son décès. On parle des limites, on parle des facteurs euh, négatifs, mais il y a également des facteurs de protection à l'isolement social, entre autres l'approche systémique de prévention, de faire de la prévention en amont, la collaboration des secteurs publics, privés et des citoyens, et aussi la création de conditions favorables aux interactions sociales. Et ça, souvent, ça passe par des environnements physiques et sociaux qui sont adéquats. Ça veut dire avoir des lieux de rencontre, des parcs, des trottoirs déblayés pour que les gens puissent sortir, entre autres, d'avoir des politiques publiques aussi qui tiennent compte de ce problème, d'avoir des images positives du vieillissement et d'avoir des accès à la technologie, entre autres. Autre facteur de protection, bien, le capital social qui est déjà présent en milieu rural. Les gens se connaissent, il y a des solidarités qui existent, il y a de l'entraide qui existe. Alors, tout ça, c'est quand même assez positif. Alors, on peut miser là-dessus comme facteur de protection. Il y a aussi toutes les initiatives internationales pour le vieillissement en santé, entre autres le plan de la décennie du vieillissement en santé de l'Organisation mondiale de la santé,
qui fait beaucoup là, pour faire la promotion de la participation sociale et pour réduire l'isolement social. Il y a aussi toutes les politiques sociales et publiques québécoises, entre autres le plan d'action Québec pour tous les âges et bien sûr le projet Municipalité Amie des aînés, le projet MADA, qui est présent dans plus de 1000 villes au Québec et qui mise surtout sur le vieillissement actif. Et il y a toutes des activités, les initiatives plus ciblées comme le réseau des travailleurs de rang, comme les ITMAV, des travailleurs de milieu qui vont dépister les personnes qui ont besoin d'aide, les aînés qui sont isolés. Il y a un projet, entre autres, que je trouve vraiment intéressant, qui a débuté en Australie, c'est les Men's Sheds. Ce sont des ateliers des gars. Il y en a un, entre autres, à Knowlton, où les hommes se réunissent dans un atelier pour faire des travaux de réparation, mais aussi pour jaser, pour tisser des liens sociaux. Et il y a aussi le projet Culture aux aînés, un projet de médiation culturelle présent en Estrie, dans les MRC du Val-Saint-François et des Sources depuis 3 ans déjà. Alors, et qui se poursuit. Je vais vous parler de médiation culturelle pour savoir exactement de quoi on parle quand on parle de médiation culturelle. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé, qui a été d'abord utilisé dans les musées et qui maintenant est utilisé beaucoup pour faire l'accompagnement d'activités artistiques et culturelles. Alors, la médiation culturelle, c'est situé à la rencontre du social et du culturel. Et c'est une pratique qui mise sur le pouvoir des arts et de la culture dans leur propension à apporter du changement dans la société et dans la vie sociale des personnes, notamment les personnes qui sont plus vulnérables. Et c'est une pratique qui favorise la transmission et l'appropriation de la culture par la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement des citoyens dans des activités artistiques et culturelles. Alors, le mot accompagnement et processus sont vraiment importants parce qu'il y a un accompagnement qui se fait par un médiateur ou une médiatrice culturelle. Souvent, ce sont des personnes, on le souhaite en tout cas, qui ont reçu une formation en médiation culturelle, alors qui ont en tête qu'il va y avoir un processus dans l'accompagnement, il va y avoir un accueil, il va y avoir une pédagogie dans l'accompagnement des activités et il y a des principes aussi de plaisir et de respect qui seront mis en œuvre dans cet accompagnement. Ici, on voit une image d'une activité. En fait, c'était avec la médiation culturelle de Culture aux aînés. Alors, on voit que les personnes aînées font de la danse créative et on voit la médiatrice qui est au fond, qui est une spécialiste de la danse et qui a reçu aussi une formation de médiation culturelle. Alors, durant l'activité, l'accent est mis sur l'accueil, sur le plaisir, sur la transmission, le mouvement fait bouger aussi les gens dans l'idée du vieillissement en santé. Et il y a des discussions et il y a des liens qui sont créés entre les participants et la médiatrice culturelle. Le rôle du médiateur ou de la médiatrice à son origine, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur ou une médiatrice? C'est une personne qui va faciliter et structurer l'interaction et la co-transformation dans un objectif de changement. Alors, c'est une personne qui euh, passe par la reconnaissance, qui passe par la participation sociale du citoyen pour amener à une communication qui est claire, qui est centrée aussi sur l'univers de l'autre. Alors, si on va à l'essence de ce que c'est qu'un médiateur ou une médiatrice, c'est vraiment une personne qui est entre l'activité artistique et la personne aînée, en l'occurrence pour l'objet qui nous intéresse dans notre recherche, et qui est l'intermédiaire, mais dans un but de changement, dans un but de co-transformation. La médiation culturelle, c'est considéré dans ses effets comme un moyen de briser l'isolement par la création de liens sociaux et de solidarité. Et elle a comme logique d'action de créer des ponts entre l'art, la culture et les citoyens. Alors, la médiation culturelle, bon, on parle souvent de ses bienfaits et les bienfaits de l'art et de la culture et tout ça. Il y a quand même des critiques
de la médiation culturelle. Je voulais vous en partager quelques-unes. Euh, Parfois, on dit que la médiation culturelle, oui, c'est une pratique innovante et tout ça, mais elle est peut-être un peu trop consensuelle et réfractaire au conflit, hein. On veut que les gens passent un bon moment et du plaisir et tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment des discussions en profondeur sur ce qui les préoccupe? Alors, peut-être que c'est pas toujours le cas. On dit comme critique qu'elle détourne la pratique de l'animation de sa capacité de changement en se centrant sur le renforcement du lien social. Alors ça, c'est une des critiques. On lui critique aussi de reproduire l'ordre social dominant qui est transmis par soit les institutions ou l'État. On va vous donner des activités et vous allez faire ces activités-là. C'est nous qui choisissons les activités, tout ça. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Autre critique, c'est qu'il y aurait des lacunes dans la formation souvent insuffisante des médiateurs et médiatrices culturelles. Parfois, ce sont des animateurs, des animatrices. C'est pas toujours des personnes qui ont été formées pour faire de la médiation culturelle. Et une autre critique, c'est un type d'intervention qui ne sied pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a besoin ou qui ressent le besoin de faire des activités de groupe. Parfois, une approche individuelle peut être plus appropriée dans certains cas. Alors, je vais passer brièvement sur les questions et objectifs de ma recherche. Si jamais vous avez plus de précision, vous voulez avoir plus de précision, ça me fera plaisir d'y répondre durant la période de questions. Alors, j'ai mis ici mes objectifs de recherche euh, qui changent, qui peuvent changer, hein. Un doctorat, c'est toujours en évolution. Alors, à l'heure actuelle, ce que j'essaie de savoir, c'est de comprendre l'expérience de la médiation culturelle chez les personnes qui participent à Culture aux aînés. J'aimerais formuler des recommandations aussi pour soutenir et bonifier l'expérience de la médiation culturelle, surtout pour les personnes aînées qui vivent en ruralité. Et je vais décrire la médiation culturelle de Culture aux aînés, puis analyser la participation sociale des participants à Culture aux aînés. Le cadre théorique que j'utilise, bien, je vais beaucoup piger dans la sociologie de la culture et de la démocratie, démocratisation. Alors, c'est des termes qui vous disent quelque chose. Moi, je suis là-dedans. La sociologie de la réception aussi, comment on reçoit des activités, l'art, la culture, bien sûr, le vieillissement en santé que j'ai mentionné tantôt, et la participation sociale. Et qu'est-ce que j'entends par participation sociale? Il y a plusieurs définitions de la participation sociale. Moi, j'ai retenu celle de Levasseur et Hall. C'est que la participation d'une personne à des activités qui offrent des interactions avec les autres dans la vie communautaire et dans des espaces partagés, importants, évoluant en fonction du temps et des ressources disponibles et aussi en fonction du contexte sociétal et de ce que les individus veulent et est significatif pour eux. Alors, c'est une longue définition, mais ce que on peut retenir, c'est les interactions avec les autres. Et dans ma recherche, j'utilise le cadre des finalités de Raymond, qui est plus dans le sens qu'une personne apporte à sa participation à des activités. Est-ce que une personne participe à des activités pour voir plus de monde, par exemple, ou pour transmettre des savoirs? Pour aider des personnes, s'entraider ou s'impliquer dans un projet collectif ou seulement pour avoir du fun, pour avoir du plaisir, vivre des activités plaisantes en groupe. La méthodologie utilisée pour ma recherche, ben, c'est une recherche-action. Alors, je suis impliquée dans l'action qui peut changer à tout moment aussi. Alors, je suis le projet Culture aux aînés depuis ses tout débuts, depuis l'implantation. Mon projet de recherche se fait en parallèle aussi avec un projet de chercheurs qui évalue Culture aux aînés. Alors, les entrevues que j'ai faites avec ce projet de recherche, je vais les utiliser comme données secondaires pour mon projet de recherche. Mon échantillonnage, jusqu'à date, j'ai rencontré une quinzaine de personnes aînées, francophones et anglophones, isolées ou à risque d'isolement dans les deux MRC. J'ai aussi fait des entrevues avec des médiatrices culturelles pour avoir une idée aussi de comment est vécu, quelle est leur perception de l'expérience vécue par les personnes aînées. Et je vais faire d'autres entrevues
dans le futur, une dizaine d'entrevues à venir. La méthodologie, juste pour vous donner un aperçu brièvement, ça se fait en collaboration avec les acteurs du milieu, puisque c'est une recherche-action. Je fais des entretiens individuels, des observations et j'inscris mes réflexions dans un journal de bord. Et bien sûr, il y a toutes les considérations éthiques, puisqu'on rencontre des personnes aînées, il y aura une analyse des données secondaires et une analyse des données additionnelles. Et les données seront présentées avec des extraits de verbatim. J'ai pensé vous présenter quelques extraits d'entrevues que j'ai déjà faites pour vous donner une idée euh, des réponses que j'ai déjà commencé à obtenir et qui vont m'alimenter aussi dans mes entrevues additionnelles. Alors, quand j'ai posé la question aux personnes aînées qui avaient participé à une activité de médiation culturelle, de culture aux aînés, j'avais demandé comment est-ce qu'ils se sentaient avant d'aller à l'activité. Et là, il faut se mettre en contexte que c'était durant la COVID. Les gens étaient confinés, évidemment, mais j'ai eu la chance quand même d'aller les rencontrer dans des résidences, dans trois résidences. Alors, on m'a parlé d'ennui, hein, 6 mois de solitude, hors du monde, 6 mois, pas de projet, calendrier vierge. On m'a parlé de difficultés reliées à la pandémie. Ça revenait beaucoup, évidemment. C'était beaucoup dans le quotidien des personnes aînées interviewées. Euh, on m'a parlé de la curiosité aussi d'aller assister, participer à une activité de médiation culturelle et d'impatience, hein. On avait hâte de faire quelque chose et de participer. La question, comment est-ce que vous vous sentiez pendant l'activité? Euh, les thèmes qui sont revenus, c'est la joie de revivre. Les artistes nous donnent la joie de revivre, nous considèrent comme des êtres à part, sincères et entiers. Il y avait aussi, bien sûr, des appréciations personnelles. Certaines personnes aimaient les activités, d'autres moins. Euh, il y a eu des prestations d'activités en mode virtuel parce que c'était durant la pandémie et d'autres par la suite qui se sont transformées en activités en mode présentiel. Les gens ont préféré le mode présentiel que virtuel. Alors on disait en personne, c'est très différent. Tu vois plus les expressions, tu vois tout ça. Et on a parlé aussi de présentation, hein, de participation plutôt, d'être embarqué, d'être fier d'être embarqué dans l'activité. À la question, comment est-ce que vous vous êtes senti après l'activité? Les gens ont dit qu'ils étaient fiers, qu'ils étaient surpris, qu'ils avaient apprécié aussi d'avoir une communication, que cette activité les avait aidés à dialoguer avec les personnes qui participaient, mais également aussi avec les artistes. Est-ce que vous avez senti des changements ou pas dans votre vie de tous les jours? On m'a parlé de bien-être, qu'on sortait de l'activité, qu'on était heureux, qu'on était heureux d'avoir vu ça. Et aussi le concept de reconnaissance et de prise de parole. Une personne m'a dit que ça lui avait montré qu'elle était une personne avec des idées et qu'elle pouvait recevoir des idées, mais en donner aussi, l'être reconnue. À la question, quels sont les avantages pour vous de participer à une activité de culture aux aînés? On m'a parlé de ce moment où une personne, ça lui a permis d'avoir une réflexion sur sa vie, hein. Il y a bien des spectacles qui te font réfléchir sur ce que toi, tu vis dans ta vie, sur la vieillesse et sur toutes sortes de choses qui se passent dans l'actualité. Et on m'a parlé aussi de fraternité, de création de liens, d'aller vers l'autre, d'avoir quelque chose en commun avec les personnes qui participaient à l'activité ou qui assistaient au spectacle. Maintenant, comme je disais au tout début, un doctorat, c'est un long parcours avec plusieurs étapes. Alors moi, je suis maintenant candidate au doctorat, c'est-à-dire que j'ai réussi mon examen de synthèse avant l'été qui dure 4 mois, qui est toute une étape, qui est stimulante et qui nous permet d'approfondir un peu plus notre sujet et de répondre à des questions. Alors, j'ai eu des questions de mon comité d'évaluation et une, entre autres, c'était comment est-ce que la médiation culturelle auprès des personnes aînées peut être source de création de liens sociaux et de surcroît de transformation des rapports sociaux. Alors, question vraiment intéressante parce qu'on parle de changement. Alors, comment la médiation culturelle peut amener des changements? Alors, ça m'a amené d'abord à trouver une définition du lien social qui est, il y en a plusieurs, mais celle que j'ai retenue, c'est l'ensemble des relations personnelles, des normes, des valeurs et des règles communes qui relient les individus.
Et le lien social, la science le démontre, c'est un déterminant de la santé. C'est vraiment important et peut-être que vous vous en êtes rendu compte aussi comme chercheur, comme professionnel de la santé. Je vois qu'il y a des travailleurs aussi du domaine communautaire qui assistent à la présentation aujourd'hui, des gestionnaires, euh, des aînés probablement aussi. C'est important, le lien social, quand il est positif, il peut être bénéfique pour la santé de toutes les personnes. Ça, c'est démontré par, entre autres, l'Organisation mondiale de la santé. Mais en revanche, quand le manque de liens sociaux et la piètre qualité de ceux-ci, ils peuvent avoir un effet néfaste sur le bien-être et la santé physique et mentale de la personne. Les liens sociaux positifs chez les personnes aînées peuvent encourager à adopter de saines habitudes de vie, à augmenter l'estime de soi, à réduire le stress, à se sentir plus en contrôle de sa santé, en obtenant, entre autres, à travers ces liens sociaux, des soins ou des informations sur des traitements. Alors, c'est vraiment important, les liens sociaux. Les personnes aînées avec des contacts sociaux nombreux et de qualité accumulent ce qu'on appelle, ce que je disais un petit peu plus tôt dans ma présentation, le capital social, qui fait en sorte qu'elles possèdent plus de ressources pour mieux naviguer dans cette période de leur vie. Le capital social, il y a plusieurs définitions là-dessus. Bourdieu en a parlé, Putnam, entre autres. Mais moi, je retiens, entre autres, la définition de Bourdieu, c'est l'ensemble des ressources actuelles et potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance, ou en d'autres termes, à l'appartenance d'un groupe, à un groupe. Le capital social, Putnam en a beaucoup parlé et il dit qu'il est plus grand en milieu rural qu'en milieu urbain. Ça, c'est intéressant parce que ma recherche se passe en milieu rural et le milieu rural bénéficie de soutiens sociaux et familiaux très serrés et très grand capital social. Et l'art et la culture aussi peut permettre un capital social en transcendant les identités. Hein, une citation qui dit en anglais Singing together, quand on chante ensemble, ça ne demande pas de partager la même idéologie et le même background social ou ethnique. On chante ensemble, on est ensemble. Les pratiques de médiation culturelle s'expriment dans des activités et des projets artistiques ou culturels qui misent sur la participation pour stimuler des rencontres de citoyens et des publics avec une diversité d'expériences. Et il y a de nombreux exemples de pratiques en médiation culturelle qui incluent des interactions, des participations, la création de liens sociaux. J'en ai retenu quelques-unes, entre autres, pour les gens qui connaissent peut-être ce qui s'est passé à Vaudreuil-Dorion, à un moment donné, en 2010, il y a eu un flux d'immigration et on a embauché Michel Vallée, qui est devenu maintenant une sommité au Québec en médiation culturelle pour développer des activités pour rapprocher les gens. Et ça a donné des activités vraiment intéressantes. Il y a un livre aussi qui s'appelle Ici, on se rencontrait. Alors, on a misé beaucoup sur les liens sociaux. Un autre projet, ça a été en Ontario, Visible Voices, qui est Seniors Connecting with Seniors Through Expressive Art, qui est un projet de recherche où on a jumelé des personnes aînées avec des proches aidants et qui se rencontraient à chaque semaine et qui faisaient une activité de médiation culturelle. Et ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que c'était pas tant l'activité ou le résultat de l'œuvre qui était faite ensemble, c'était les liens sociaux qui s'étaient créés au fil des semaines. Et également le projet Culture du cœur, qui aussi était un projet d'accompagnement dans des activités culturelles en Estrie et qui a démontré aussi qu'il y a des liens sociaux qui s'étaient créés au cours de cette activité. Et j'ai presque terminé la médiation culturelle. Donc, est-ce que c'est une source de transformation des rapports sociaux? Alors, je suis allée voir ce que c'est que la médiation. La médiation, dans sa définition même, c'est un processus par lequel un acteur, ici c'est un intervenant, un coordonnateur, transforme le rapport au monde dans lequel se situe un tiers. Alors, il y a déjà la notion de transformation dans la médiation. La médiation qui renvoie à la
négociation pour arriver à un compromis, à une co-transformation entre les personnes qui sont impliquées. Alors oui, il y a une transformation qui peut arriver. Euh, il faut évaluer chaque projet, évidemment, c'est ce que le projet Culture aux aînés est en évaluation en ce moment pour voir quels sont les effets de ce projet, entre autres. Et je terminerai avec cette pensée que la médiation culturelle, quand elle est perçue comme un levier d'intervention sociale, la participation à une activité artistique ou culturelle n'est plus une fin en soi, mais elle constitue un médium qui vise à favoriser la capacitation des personnes, c'est-à-dire une autonomisation propice à l'empowerment, à leur participation citoyenne, sociale et culturelle. Alors, il y a vraiment un potentiel de transformation des rapports sociaux par la médiation culturelle. Alors, je vous remercie de votre attention durant ces quelques minutes et ça me ferait plaisir d'accueillir vos questions. Merci beaucoup, France. Merci là, pour la présentation